dans un moment où ma propre voix me fait défaut. Je voudrais aussi remercier très chaleureusement Olivier, Moïse et Pierre, ainsi que le CRAL, d'avoir eu l'idée de ce colloque et d'avoir porté ce projet vers le débat, malgré les vicissitudes tant internationales que personnelles. Pierre m'a contacté en mars-avril 2019 pour évoquer la possibilité de cet événement scientifique. L'idée m'a tout de suite enthousiasmée, parce que j'ai vu ce colloque comme une occasion, enfin, de discuter entre nous, au plan national, sur nos points d'accord et sur nos désaccords quant à cette langue qui nous occupe tant. Bon, alors, je vais mettre directement les pieds dans le plat, mais vous connaissez. Je souhaite en effet partir du fait que je regrette le procès qui est fait à l'approche sémiologique en France, d'avoir, pour décrire les langues des signes, trop mis l'accent sur ce qui appartient en propre aux langues des signes, et parallèlement d'avoir inventé une terminologie nouvelle. Tout ceci bloquerait, soi-disant, la comparaison avec les langues locales et constituerait de ce fait un frein pour l'enseignement. Mais avant de poursuivre, je tiens à préciser un point. J'ai au départ applaudi à deux mains le projet d'Agnès Millier, qui était de rendre plus accessible à tous les savoirs accumulés depuis plusieurs décennies sur la LSF, c'est-à-dire bien sûr ses propres travaux, mais aussi ceux des autres linguistes de la LSF, dont principalement Christian Cuxac, et nous-mêmes, qui sommes toujours cités en bloc, comme Salandre, Garcia et José. Il s'agissait ainsi, dans ce projet, de clarifier les positionnements respectifs des uns et des autres. Cette volonté de rendre accessibles les recherches linguistiques sur la LSF et les raisons de nos désaccords répond en effet à une forte demande des enseignants, notamment. Et c'est vrai, les articles et textes de linguistes sont sans aucun doute difficiles d'accès. À ce titre, je salue l'entreprise. Mais ce qui me semble problématique, c'est le fait, à propos de ces autres travaux, en l'occurrence principalement ce qui a trait à l'approche sémiologique, de dire et de diffuser des choses qui sont inexactes et qui, me semble-t-il, doivent être rectifiées. Voici pour démarrer ce qu'on lit dans l'ouvrage d'Agnès Millet, que je vais donc beaucoup citer, sachant qu'on me prête riche. Donc je cite. Les recherches différentialistes sont représentées en France par le modèle sémiologique élaboré par Cuxac. C'est ainsi que Cuxac a pu forger les concepts de visée iconicisatrice, de cible standard, de grande iconicité et de transfert, pour analyser les discours narratifs en LSF. Le vocabulaire utilisé, peut-être moins par Cuxac que par ceux qui s'y réfèrent, emprunte alors souvent plus au théâtre, à la danse ou à la chorégraphie. On parle de scène, de rôle, de décor, de zoom, d'image. Bien plus que de morphèmes ou de phrases. Cette critique, connue et déjà ancienne, et Christian l'a d'ailleurs rappelé hier, s'accompagne d'une autre, plus ennuyeuse, selon laquelle nous ne proposerions pas vraiment une analyse linguistique, c'est-à-dire grammaticale de la LSF. Et la preuve en est que nous n'hésitons pas à recourir à des comparaisons avec des domaines connexes, non linguistiques, comme la sémiologie du cinéma et de l'image. On trouve de fait cette idée explicitée quelques lignes plus bas, après le passage déjà évoqué. Je cite à nouveau. À trop vouloir différentialiser les langues gestuelles des autres langues, ne risque-t-on pas au bout du compte d'obtenir l'effet inverse de celui escompté et d'en faire des objets éloignés de la linguistique? Et encore plus loin,
page 60, entre autres passages. Je ne lis pas tout. Notons toutefois que cette vision différentialiste peut aussi constituer une autre manière de forcer le trait en reléguant les langues gestuelles dans un ailleurs que les théories linguistiques seraient incapables de décrire, etc. Bien. Parlons d'abord de notre terminologie. Si l'on exclut le terme de transfert et toute sa déclinaison en transfert de taille et de forme, transfert situationnel, transfert personnel, etc., de même que les termes liés au précédent de visée, illustrative ou non illustrative, et de proforme, quel autre vocabulaire technique, quelle terminologie est employé dans nos écrits qui ne soit pas soit celui de la linguistique, on va dire traditionnelle, soit celui en usage dans toute la littérature linguistique sur les langues des signes, comme les termes de paramètres, d'espace de signation, de signeur, de verbe directionnel, de locus, etc. Ok. De fait, nous décrivons, à partir de nos corpus de discours, comment s'expriment en LSF les grandes catégories linguistiques traditionnelles que sont la personne grammaticale, le temps, l'aspect, la modélisation, etc. De même, nous analysons le discours en langue des signes pour décrire comment le Seigneur parle du monde, c'est-à-dire en jargon bien linguistique, par quel procédé il construit ses références, acte ancienne, spatial, temporel, comment il les maintient, il réfère à nouveau, etc. Nous cherchons aussi, entre autres exemples, comment s'expriment en LSF, tout à fait au hasard, les notions bien classiques, elles aussi, de définir, ou encore la référence impersonnelle humaine, pour ne citer que certaines de nos recherches. Enfin, nous n'hésitons pas à évoquer les fonctions traditionnelles remplies en discours par tel ou tel signe, ou par tel type d'unité. Ainsi, pour nous, il est clair que certains pointages et certaines proformes remplissent une fonction pronominale. Ou encore, entre autres exemples, que les mimiques faciales, notamment, remplissent souvent une fonction adjectivale. Petit, gros, par exemple. Ou adverbiale, rapidement, doucement, etc. En revanche, ce qui est vrai, c'est que nous mettons explicitement en question l'intérêt de transférer vers les langues des signes certaines catégories linguistiques formelles traditionnelles, comme entre autres exemples. Les natures de mots, ce qu'on appelle traditionnellement depuis l'Antiquité les parties du discours. Par exemple les adjectifs, les adverbes, etc. Et tout particulièrement la distinction entre verbe et nom. À ce sujet, nous préférons analyser les choses dans les termes sémantiques alternatifs, eux aussi très anciens, de prédicat et argument, de structure argumentale, de thème, rêve, etc. Ou pour le reste, je le dis, de fonction adverbiale, de fonction adjectivale, etc. Comme d'ailleurs, Agnès Millet le fait à partir des pages 194-195 et suivantes de son ouvrage. Deuxième exemple, les notions syntaxiques de sujet et d'objet, auxquelles nous préférons celles sémantiques d'agent, de patient, etc., comme Agnès Millet toujours. Et plus largement, nous mettons en question la pertinence du transfert en langue des signes de la notion de syntaxe découplée d'une sémantique, c'est-à-dire d'une syntaxe formelle, abstraite. Et j'avoue ici encore ne pas voir de différence avec Agnès Millet, voir par exemple tous au chapitre 7. Enfin, troisième exemple, nous ne voyons pas non plus l'intérêt de parler de phrases ou de type de phrase, même par commodité de langage. Cette notion de phrase est particulièrement difficile à cerner, on le sait, dans une langue vocale orale. Qu'en est-il alors pour des langues qui, comme les langues des signes, ne sont pas écrites? Nous,
d'énoncés et par ailleurs d'expression de l'interrogation, d'expression de l'exclamation, etc. Mais surtout cela, d'une part, nous sommes loin d'être les seuls. Et comme souligné, si l'on accepte le dernier point sur la notion de phrase, Agnès Soulier elle-même ne dit pas autre chose, voire notamment, une fois encore, son chapitre 7. Et d'autre part, et surtout, nous évitons ces concepts tout simplement parce qu'ils nous semblent superflus, sans aucune portée explicative, ni descriptive, ni didactique. Exactement comme cela a pu être le cas, par exemple, du transfert de la notion formelle de cas du latin au français, et qui a quand même perduré jusqu'au XVIIe, voire jusqu'au XVIIIe siècle. Je m'attarde un peu sur cet exemple des cas, parce que, vous le verrez, ceci fait écho à ce que je veux vous dire sur la langue des signes. De fait, en latin, la fonction syntaxique, ou si l'on préfère le rôle du nom dans l'énoncé, sujet, objet direct, objet indirect, etc., était marquée par l'ajout d'une désinence au nom. Voyez l'exemple. Homo librum legit. Le O dans homo indique la fonction sujet, donc le cas nominatif. Et le hum dans librum indique la fonction objet direct, donc le cas accusatif. Okay. Ainsi, il était tout à fait possible de dire, indifféremment, legit librum homo, ou librum legit homo, etc., etc., comme vous pouvez voir les différents énoncés sur la diapo. Or, lorsque l'on va chercher à décrire le français, au XIVe, XVe siècle, le latin étant la langue de référence, la langue de prestige, vous voyez où je veux en venir, on a cherché des cas en français, et on en a trouvé. Vous voyez sur la diapo les différentes formes que le mot homme en français peut prendre selon les fameux hypothétiques cas qu'on a voulu trouver. Mais en fait, en latin, le système des cas faisait que l'ordre des mots importait bien moins qu'en français. En français, c'est plutôt l'ordre des mots qui exprime leur fonction, au moins en ce qui concerne les fonctions syntaxiques de sujet et d'objet. Comparé en français, la liste verticale, l'homme lit un livre lit l'homme, lit un livre l'homme. Ou bien ce bonhomme embête Marie versus Marie embête ce bonhomme. On voit bien que l'ordre des mots change radicalement le sens en français. C'était donc bien plus intéressant de créer le concept d'ordre des mots pour cette nouvelle langue à décrire, le français, que de la décrire en y cherchant à tout prix des cas, quitte à faire ensuite des circonlocutions pour expliquer les différences ou adapter le concept. Je citerai simplement à ce propos le commentaire de Bernard Colombat, C-O-L-O-M-B-A-T, historien de grammaire. Je cite. La recherche de la similitude entraîne fatalement une attitude conservatrice. Quand une catégorie est solidement installée dans votre tête, il est très difficile de penser en dehors d'elle. Cela a conduit à sauver les catégories reconnues pour la langue ancienne. L'un des exemples les plus massifs et les plus prégnants est le maintien du cas dans le nom français jusqu'au XVIIe siècle, voire au-delà. Par ailleurs, oui, et là c'est important, nous interrogeons la pertinence et l'intérêt du fameux concept de double articulation pour la langue des signes, en tant que principe assurant l'économie de la langue des signes. Pour rappel, pour les non-linguistes, la double articulation est ce principe décrit par André Martinet, pour qui la langue doit en effet satisfaire aux exigences souvent antagonistes de la communication, c'est-à-dire
D'une part, être capable de représenter la multitude des concepts exprimables, c'est-à-dire de fournir en nombre suffisant des unités de sens aussi différentes que possible. Et en même temps, elle obéit aux lois générales de toute activité humaine, en particulier à la loi du moindre effort. La loi du moindre effort, c'est celle qui permet de n'avoir à mémoriser que le minimum d'éléments. La réponse de Martinet à ces exigences de la communication est le principe de la fameuse double articulation, qui garantit cette économie de la langue, et qui est, selon lui, la différence majeure entre les langues et les autres systèmes sémiologiques dans la linguistique, comme par exemple le code de la route ou la communication animale. Les unités de sens, donc en nombre illimité, jusqu'à plusieurs milliers ou dizaines de milliers, que Martinet appelait des monèmes, se décomposent en unités purement distinctives, non porteuses de sens, appelées phonèmes, qui eux sont en nombre très restreint, entre 30 et 40 selon les langues vocales. En d'autres termes, selon Martinet, que je vais citer, une langue est un instrument de communication de l'expérience humaine, selon laquelle cette expérience s'analyse différemment dans chaque communauté, en une succession de monèmes, éléments significatifs minimum. Cette dernière est à son tour analysable en unités distinctives successives, les phonèmes. Donc, très important, voici donc ce qui est nécessaire et suffisant pour caractériser une langue. Fin de citation. On sait bien que ce critère est très vite devenu le critère de définition d'une langue humaine. À tel point que c'est par ce critère que Stocco a, en 1960, démontré le statut linguistique de la SF. Il a en effet dégagé les fameux paramètres d'analyse des langues, à savoir la configuration, l'emplacement et le mouvement, auquel on a ajouté peu à peu l'orientation, soit en tout 55 kérèmes, très vite dénommés phonèmes. Pourtant, et là aussi depuis quasiment le départ, on s'est rendu compte que les soi-disant phonèmes des langues des signes sont, comme l'a très justement rappelé Alexandre, d'une part beaucoup plus nombreux que ceux des langues vocales. Donc bonjour la loi du moindre effort. Et on s'est rendu compte aussi, d'autre part, que de très nombreux auteurs ont mis en évidence que ces phonèmes sont porteurs de sens de manière régulière. C'est-à-dire que ce sont des monèmes ou morphes. Je ne donnerai qu'un exemple, résultant de mes propres recherches sur la NSF, celui de la configuration point fermé. Vous voyez sur la diapo les diverses valeurs morphémiques de cette configuration. Dans les signes, il y a une seule main qui la comporte. On voit que les deux premières valeurs de sens, celles que vous voyez en orange dans la partie supérieure de la diapo, sont présentes dans 100 des 144 unités lexicales qui comportent cette configuration. Il s'agit donc d'une part de la saisie de forme mince cylindrique que l'on trouve dans placard, cartable, skier, etc. Et pour la deuxième, de forme sphérique, comme dans noyer, d'accord, solitude, par exemple. Quel intérêt y a-t-il donc à les décrire comme phonèmes et à parler de double articulation? Surtout si c'est pour ajouter, comme Agnès l'a rappelé hier, et je la cite, en trouvant légèrement la citation,
Si l'économie des langues vocales repose sur ce que l'on nomme double articulation, l'économie des langues gestuelles repose quant à elle davantage sur une dynamique de l'iconicité. C'est-à-dire en gros que finalement, c'est pas vraiment la double articulation qui assure l'économie des langues des signes. Au fond, c'est un peu comme parler des soi-disant cas du français. Et au passage, je vous renvoie aux travaux de Corinne Oquillon, son nom figure sur la diapo, pour les langues des signes, et à ceux de Bevins, Porte, Lad et d'autres linguistes qui mettent en cause la notion, y compris pour certaines langues vocales. Donc je recite les noms: Bevins, Porte, Lad. Voilà. Je termine ma phrase du coup. Et d'autres encore, hein, qui mettent en cause la notion, même pour certaines langues vocales. Bon. Tout ceci étant posé, venons-en à présent au plus important, c'est-à-dire à ces quelques termes qui sont en effet nouveaux. Tout simplement parce qu'ils renvoient à des phénomènes linguistiques que, oui, nous considérons comme propres aux langues des signes. Il s'agit principalement du terme de transfert, associé à celui de visée illustrative, ou encore aux expressions dire en montrant, donner à voir. Premier point, et ce sera le plus long. Il est évidemment très important de comprendre précisément à quoi la notion de transfert renvoie. Mais pour cela, encore faut-il nous lire, et bien nous lire, pour éviter certains contresens. Or, on lit ainsi, entre les deux citations précédentes, ce qui suit. Je cite un peu. La notion de transfert, centrale dans cette théorie, postule que la visée iconicisatrice produit des structures iconiques, tirées directement de l'expérience visuelle du locuteur. Ces structures sont décrites comme non discrètes, c'est-à-dire indécomposables en unités plus petites. Je passe sur la suite. Ceci est tout simplement inexact, et ça dénote une mécompréhension assez embêtante. Prenons les choses dans l'ordre. En fait, le dire en montrant, qui selon nous caractérise le transfert, signifie d'abord dire. Autrement dit, c'est du verbal, du linguistique, et donc bien sûr du décomposable, du compositionnel. Ce que nous appelons une unité de transfert, c'est l'instanciation ou la réalisation particulière en discours d'une structure. Or, par définition, une structure, c'est comme un moule. Oui, comme un moule à tarte qui n'a pas toujours la même forme. Ça impose des contraintes. Par exemple, dans le cas du TTF, ce gros arbre-là, chacun des éléments composant cette unité de transfert est contraint, c'est-à-dire soumis à un choix du signeur. Par exemple, selon mon choix de configuration, ou selon la mimique faciale adoptée, je dis en montrant des choses différentes. Autrement dit encore, bien sûr que ça s'analyse. Et oui, ça s'analyse selon les paramètres, versus ce qui est dit encore de manière pareillement inexacte, à savoir que
l'approche sémiologique serait un modèle non paramétrique. De fait, comme ceci est illustré sur ce schéma tiré d'une de mes conférences, toute production en langue des signes, ou d'ailleurs en gestualité entendante, comporte obligatoirement, et dans la simultanéité, les paramètres, en fait les composants paramétriques, manuels et non manuels. Autrement dit, toute production gestuelle est multilinéaire. Et le plus souvent, une unité lexicale et une unité de transfert sont du même format, même s'il est vrai qu'elles n'ont pas la même densité sémantique. Comparez l'unité lexicale réparée, qui se trouve à gauche sur le diapo, qui correspond à un concept et qui est traduit en discours par « je répare ». Et le transfert situationnel correspondant à une entité humaine passe sur une forme horizontale étroite et plate dans les deux sens. Ce qui correspond en discours à quelque chose comme une personne circule sur le pont. C'est-à-dire en fait, la communication est rétablie. Nous sommes donc bien d'accord là aussi. Alors, CUBSAT parle plus juste pour ces deux types d'unités du discours en langue des signes de, et je cite à nouveau, question, de matrices corporelles multiplistes à cases pertinentes, plus ou moins remplies. Regard, posture, mimique faciale, paramètres manuels, en fonction de la structure réalisée. Bon, mais il y a aussi, hélas, méprise, ou mécompréhension sur la notion de montrer, donner à voir, qui caractérise le transfert. Voici ce qui est dit, et qu'il a aussi répété en plusieurs endroits. Je vais citer une partie de ce que vous voyez sur la diapo. En effet, du fait de la corporalité, la substance même des langues gestuelles est une substance qui montre. N'importe quel signe s'appréhende dans l'espace de signation comme un signe dont la matérialité est moins fugace que n'importe quel signe de substance sonore, fut-il logique. Ou encore. Ainsi, selon nous, la phrase en LSF ne doit pas avoir de sens, elle le traite. Même si, à l'évidence, la langue, puisqu'elle est visuelle, donne à voir quelque chose à l'interlocuteur. Mais enfin, ce n'est pas simplement parce que je me sers de mon corps que je montre, ni parce que la langue est visuelle. Quand, dans mon discours, j'utilise le signe professeur ou travailler, qu'est-ce que je montre là? Rien. Je dis simplement. Quand je parle en langue des signes ou en langue vocale, le locuteur oublie ma voix ou mon corps, il va directement en sens. Sauf bien sûr si j'attire intentionnellement son attention dessus. J'y reviendrai. Et même si je te parle de chat en faisant chat, qui est incontestablement un signe iconique, je ne montre pas non plus. Je dis chat, c'est tout. Et je ne montre pas non plus quand je fais ah, signe encore plus iconique, ou encore maison. Attention donc. Ce n'est pas non plus l'iconicité, ni même l'iconicité d'image qui, en soi, fait le donner à voir. Non. Montrer, donner à voir, ça a un sens sémiologique précis, qui est celui-ci. Je vise précisément à attirer l'attention de mon interlocuteur sur la forme même que j'utilise pour dire. Je la lui donne à voir. Et ce procédé sémiologique du montrer, il est rendu possible par la direction de mon regard, qui doit être sur mon signe.
c'est tout. Mais si je regarde mon cible, du même coup, je change son mode de production de puissance. Je le transforme en un autre type d'unité qui fait sens directement comme forme, c'est-à-dire en l'occurrence par son iconicité. Cette forme-là, telle que je te la montre, et si je baisse mon majeur, je te montre cette forme avec cette partie saillante-là. Et je peux même te le dire en te le montrant d'encore plus près, en plus détaillé, avec des transferts détaillés de forme, du trou, du ramage noir, etc. Ainsi, c'est par le regard que je donne à voir. Que je donne à voir, soit comme dans le transfert de taille de forme sur l'image 1, je regarde la forme en train de se déployer ou d'être tracée. Soit, comme dans l'image 2, dans un transfert situationnel, je regarde le déplacement de l'actant figuré par ma main dominante jusqu'au locatif figuré par ma main dominante dans le cheval qui saute à l'arrière. Soit, comme dans l'image 3, en TP, je me donne à voir tout entier, tout entière, comme quelqu'un ou quelque chose d'autre. Pour cela, je dois cesser de te regarder, toi, mon interlocuteur, tout simplement pour éviter la confusion entre moi qui te parle, c'est-à-dire celui qui te regarde, et celui différent de moi que je cherche à représenter. Et dans ce cas-là, mon regard est celui de cet autre ou de cette autre chose que je figure avec tout mon corps, comme dans le TP, le cheval galope, ou comme dans l'histoire que vous connaissez peut-être, enfin pas l'histoire, la recette de cuisine par Nasrochab, qui figure en TP une pâte à gâteau qui s'étire. Donc là, le regard est celui de la pâte et pas de Nasro. Notons au passage que le point commun, ce qui marque la visée illustrative, c'est que dans les trois cas, mon regard n'est plus sur l'interlocuteur. Bien. Pour finir sur ce gros premier point, je voudrais vous montrer un exemple. J'indique rapidement le contexte. Yann, pour ne pas le nommer, est directeur d'une association qui enseigne la MSF aux entendants. Et dans ce passage, il explique les tensions qui existent entre son association et la communauté sourde locale. Donc il y a le sentiment que la LSF enseignée dans l'association est différente de celle qu'ils pratiquent eux. Yann rend alors compte des difficultés à établir un lien constructif et solide, donc un pont, entre les deux. En fait, un peu avant, il a placé à sa gauche l'association et à sa droite la communauté sourde locale. Je vous montre le très court extrait, deux fois. Désolée pour les entendants qui les oreilles un petit peu mis à l'épreuve. Soyez attentifs au jeu du regard. Je ne sais pas si on peut le montrer une deuxième fois, si vous avez le courage. Alors,
lexicale bon dans l'image 1, unité lexicale certes très iconique, mais dont le sens est parfaitement conventionnel. Il peut référer à toutes sortes de ponts, archéologiques, et connaître des extensions métaphoriques comme ici. Puis il poursuit un peu son discours. Et il produit à nouveau l'unité lexicale bon, mais cette fois-ci, comme dans l'image 2, il la regarde. Puis, il fait aussitôt ceci. Où l'on voit bien que la modification du mouvement montre très directement, iconiquement, la rupture du pont. C'est-à-dire en fait la rupture du lien entre les deux entités en jeu. Au final, je dirais que ce n'est pas le corps, mais ce n'est pas non plus l'iconicité en elle-même qui fait le montrer. C'est la visée de donner à voir la forme, qui est rendue possible par le regard. Et qui fait de l'iconicité de cette forme le mode de production du sens. Et regardez la suite, où l'on voit la succession de structures de transfert et surtout le jeu du regard. Vous voyez notamment sur l'image 4 comment le signal produit d'abord l'unité de transfert, en fait un double transfert, par laquelle il montre la réparation du pont en regardant ses mains. Puis, sur l'image 5, l'unité lexicale conventionnelle réparée en regardant l'interlocuteur. Ensuite, il maintient la configuration de sa main dominée et en regardant cette configuration, il la transforme en un locatif stable, partie du superbe transfert situationnel et l'a montré tout à l'heure. Donc ça, c'était l'image 6. C'est précisément dans ce va-et-vient entre les visées, et donc entre structures, régies par le regard, que nous voyons l'unité profonde de la langue et la justification du maintien d'un minimum d'iconicité dans les unités lexicales, dont pourtant elle n'est pas le mode de production du sens. Je redis au passage que pont, si iconique soit-il, vaut pour tous les ponts petits, ronds, arqués, droits, en bois, en pierre ou en béton. De même, maison vaut pour toutes les maisons, maisonnettes, ou palaces, plates, ou pointues, etc. Bref. Le mode de production du sens dans les unités lexicales, c'est comme pour n'importe quel mot d'une langue vocale, la convention. Mais alors, pourquoi donc y a-t-il encore et toujours autant d'unités lexicales, plus ou moins iconiques? Bien justement, pour permettre ce va-et-vient entre les visées. Autrement dit, ce va-et-vient entre les visées est pour nous inscrit au cœur même de la langue. Et il est probablement l'un des principes de l'économie linguistique dans ces langues. Bien plus sûrement que la soi-disant double articulation. De même, l'intrication des visées et des structures produit elle aussi une extraordinaire économie de langue. Voyons le cas de ce que Cuxac a très tôt décrit comme relevant d'une structure de semi-transfert personnel. Quand je regarde l'interprète, je me Merci. Il s'agit d'une structure de TP, nous sommes donc bien en visée illustrative, dans laquelle le signal inclut une unité lexicale. Mais je le répète, nous sommes en visée illustrative. Ainsi, dans l'exemple illustré ici, sur la diapo, le signeur, on le voit à son regard, est en transfert personnel de lui-même lorsqu'il était plus jeune, c'est-à-dire lorsqu'il était quelqu'un d'autre. Il introduit alors l'unité lexicale enseignée. Dans ce contexte où sa visée est illustrative, il peut tout à fait déconventionnaliser l'unité lexicale, au moins en partie, et c'est ce qu'il fait. Voyez l'économie que représente cette structure,
également dans ce que nous avons appelé les recherches différentialistes, l'ont poussé très tôt à récuser toute possibilité d'analyser les langues gestuelles à la lumière de concepts créés par la linguistique et à chercher à mettre en évidence les structures puis les voies de l'iconicité. Cette opposition a abouti à dichotomiser la LSF en deux sphères, les signes standards et les structures de grande iconicité, dont on voit mal comment elles ne constitueraient pas un système linguistique unique. Nous sommes bien d'accord, mais seulement sur la dernière partie de la phrase. Et je reviens, pour en finir sur la question des transferts, sur le terme d'unité. S'il est compris comme celui d'unité minimale de sens, ce terme n'est pas satisfaisant, c'est évident, puisque ni les unités lexicales, dont les composants sont massivement porteurs de sens, ni les unités de transfert, qui sont hautement compositionnelles, ne sont les unités minimales de sens de la langue dessinée. Le terme convient encore moins pour les secondes, les unités de transfert, compte tenu de la forte densité sémantique que peut véhiculer une construction actualisant une structure de transfert. On a vu en effet que chaque composant, porteur de sens, contribue directement au sens de l'ensemble. Malgré tout, il me semble que le terme d'unité peut se justifier, faute de mieux, à deux titres. D'une part, il s'agit bien de l'instanciation d'une structure, si complète puisse-t-elle être par ailleurs. Mais surtout, je l'ai dit, cette construction présente très souvent le même format, celui, forcément multilinéaire, d'une unité minimale de réalisation, et les mêmes types de composants que l'unité lexicale. Or, c'est ce qui précisément permet les va-et-vient décrits, c'est-à-dire l'économie discursive de la LSF. Maintenant, en très bref, le second point. Christian l'a redit hier, l'idée clé de l'approche sémiologique, c'est que ces structures de transfert n'existent comme structure, c'est-à-dire comme linguistique, que dans les langues des signes. Or, voici ce qui est écrit dans l'ouvrage d'Agnès Millet. Cuxoc note que chez les entendants aussi, le regard accompagne ce déploiement de forme. Il observe que les entendants apprenants de l'LSF produisent ce même regard et conclut, donc là c'est Agnès Millet qui cite Christian Cuxoc, comme si cette dimension sémiologique du regard se situait cognitivement en amont de tout apprentissage linguistique. Fermez les guillemets de Christian Cuxoc, plutôt au discours d'Agnès Millet. Il s'agit donc pour nous d'un regard inscrit dans les processus langagiers multimodaux, mais pas d'un regard linguistiquement pertinent dans les langues gestuelles. Mais enfin, encore une fois, bien sûr qu'il y a une gestualité humaine, qu'il y a une seule gestualité humaine, mais dans le cas des sourds, parce qu'ils sont sourds, et pour cette raison, ils ne peuvent exploiter que le canal visio-gestuel. Cette gestualité des sourds, c'est donc érigée en système linguistique. Comment, au final, ne pas créer un terme pour qualifier ces structures si originales mises en évidence par Cuxoc? Et les si nombreuses unités, de construction, si l'on préfère, qu'elles permettent de créer. D'ailleurs, c'est bien aussi ce que fait Agnès Millet avec ses dynamiques iconiques, comme elle l'écrit elle-même. Je cite. La voix moyenne n'exclut pas d'utiliser les apports de la linguistique générale, ni certains outils développés pour la description des langues vocales, fût-ce avec quelques aménagements et quelques précisions quant aux définitions adoptées, mais ne s'interdit pas d'en forger de nouveaux. Enfin, et d'ailleurs, le troisième et dernier point est celui-ci. Ce sont plus ou moins ces mêmes phénomènes qui, dans la littérature internationale, ont eux aussi généré dès le départ une pléthore de nouveaux termes divers.
je ne détaille pas, voyez juste les termes en rouge dans cette diapo. Certes, les analyses diffèrent d'un auteur à l'autre, et donc la segmentation du discours aussi, mais les pans de discours concernés, donc les structures de publicité, les transferts, les pans de discours concernés ont toujours, depuis le début, et pour toutes les langues décisives, posé problème, attiré l'attention, etc. Il était clair depuis le départ pour tout le monde que ces pans de discours-là ne pouvaient pas être analysés selon les concepts traditionnels. Face à cela, il y a eu d'abord deux attitudes. La première était de refuser de les considérer comme faisant partie de la langue et les éviter ainsi d'avoir à les analyser ou d'avoir à réinterroger la tradition. Cela a été le cas de la grande majorité des linguistes des 3 premières décennies, donc de 1960 à la fin des années 1980. Deuxième attitude, celle de considérer au contraire, sur la base d'un constat empirique et fonctionnel, que ces pans de discours sont partie intégrante de la langue, c'est-à-dire qu'ils sont linguistiques, et tenter de le montrer. Et ceci a obligé les quelques chercheurs qui ont fait ce choix à aller contre les évidences et contre la doxa, comme en particulier. Les noms sont inscrits sur la diapo, un petit carré rouge, à droite. Friedman, Mandel, Guizot, Cuxac, etc. Et pour Cuxac, cela s'est fait en empruntant les chemins de la linguistique générale, pouvant réinterroger les fondements. Je n'y reviens pas, il a expliqué hier. Bien sûr, depuis 15 à 20 ans, les choses ont beaucoup changé. Mais c'est plus particulièrement vrai ces 5 ou 10 dernières années. Chez quelques chercheurs, comme Sherman Wilcox, petit carré jaune là, Sherman Wilcox, la chercheuse sourde Erin Wilkinson, et quelques autres jeunes chercheurs comme Corinne Occhino, Alain Lepic, etc., qui sont tous inscrits sur la diapo en bas à droite. Ces chercheurs qui n'hésitent plus à mettre en question les soi-disant acquis des recherches linguistiques sur les langues des signes des décennies précédentes, et qui nous rejoignent sur beaucoup d'aspects. Je me contenterai de citer Occhino sans plus de commentaires. En commençant par les langues des signes et en élargissant notre analyse aux langues vocales, en sens inverse de la direction typique suivie pour l'élaboration des théories linguistiques, nous acquérons une connaissance plus aiguë de la nature de la schématisation et de l'émergence des structures, qui est obscurcie par l'opacité du mécanisme articulatoire de la langue vocale. Pour finir, je voudrais revenir sur ce leitmotiv de la grammaire traditionnelle et des concepts traditionnels, évoqués à plusieurs reprises plus haut, et notamment dans l'extrait suivant que j'ai déjà cité. Notons toutefois que cette vision différentialiste peut aussi constituer une autre manière de forcer le trait en reléguant les langues gestuelles dans un ailleurs que les théories linguistiques seraient incapables de décrire avec les outils qu'elles ont forgés depuis plus d'un siècle. Sans compter les millénaires de théorisation grammaticale plus traditionnelle sur ces langues. On retrouve encore assez souvent cette idée selon laquelle, quand même, bon sang, comment pourrait-on remettre en question pour les langues des signes plusieurs millénaires de réflexion sur les langues? Mais enfin, qu'entend-on par langue là? Faut-il me dire que les langues des signes ont été mises hors champ jusqu'aux années 60 du XXe siècle? Et faut-il rappeler ce que Colomba, l'auteur qu'on a cité tout à l'heure, c'est long, mais quand même il est acté, Colomba et les autres spécialistes de l'histoire des grammaires ont largement montré, à savoir que c'est en fait, en matière de grammaire traditionnelle, le modèle de la grammaire latine, calqué sur la grammaire grecque, qui a servi à décrire la plupart des langues indo-européennes, certes, mais aussi au-delà, et qui a même déteint fortement sur la typologie des langues. Je renvoie à ce sujet au texte de Martin Haspelmans, qui est l'un des typologues des langues les plus reconnus aujourd'hui, et notamment à son texte en français de 2009. Et dans son texte, il rappelle la très forte circularité qui existe entre
Les catégories de la grammaire dite traditionnelle, d'une part, celle promue comme universelle par la grammaire générative, d'autre part, et qui a, on le sait, fortement contribué à enraciner cette tradition. Et celles qui sont de fait à peu près fonctionnelles pour décrire les langues indo-européennes, langues écrites de large diffusion, et notamment, parmi celles-ci, le français et l'anglais. C'est-à-dire ces langues qui ont servi de substrat empirique aux catégories traditionnelles. Et raison pour laquelle elles ont conservé une telle aura. Donc là, on voit comment le serpent se mord la queue. Quelle portée ont donc ces concepts dits traditionnels, a fortiori appliqués à des langues foncièrement du face-à-face? Pour conclure tout à fait, revenons sur le fondement initial de la critique adressée à l'approche sémiologique. À savoir que tout ceci bloquerait, soi-disant, la comparaison avec les langues vocales et constituerait de ce fait un frein pour l'enseignement. Non. En m'appuyant sur Habermas, je dirais plutôt que chaque langue est unique et que dans ce sens, mieux vaut, si besoin, créer les concepts nécessaires à sa description. Et ceci n'empêche en rien, dans un second temps, de comparer les ressources propres à chaque langue. En guise de conclusion, je vous laisse méditer cette question de Gilles Souffy sur la relative immuabilité de la grammaire traditionnelle et après elle de la linguistique. Ceci sera la dernière citation et la fin de la conférence. Pourquoi la grammaire s'attache-t-elle à cette permanence? Qu'est-ce qui la retient de remettre de temps en temps totalement à plat les principes de sa vision des langues? N'y a-t-il pas, dans cette impossible obsolescence des théories grammaticales, quelque chose qui contredit foncièrement leur prétention à la pertinence? Je vous remercie. Merci beaucoup. Très bien, vous avez respecté le temps imparti. Peut-être qu'on a le temps pour une ou deux questions. Si quelqu'un veut poser la question. Oui, oui. Une première question de ce côté et une seconde de l'autre. Voilà. 2, 3. Question très courte. Bon, je suis en train de tricher parce que c'est pas tout à fait. Voilà, c'est bon. Bon, je vais tricher parce que c'est pas tout à fait une question. Mais voilà, pour aller exactement dans le sens, et notamment sur ces catégories grammaticales, tout ce savoir que les linguistes peuvent avoir sur la langue des signes, quand on dit par exemple, quand on se pointe, ça veut dire je, ça veut dire moi. C'était à Cracovie, lors d'un colloque où il y avait une partie consacrée aux langues des signes. Et j'étais avec Elena, et Elena était surexcitée. Elle avait 2 photos avec elle, 2 photos absolument magnifiques, d'un petit enfant sourd disons, de 4-5 ans à peu près, où il parle avec sa mère. Alors on ne voit pas la mère, les 2 photos c'était pratiquement les mêmes. Hein. Dans l'une, il était comme ça, avec le regard dirigé vers sa mère, qu'on ne voyait pas, et dans l'autre, il était comme ça. Voilà. Il avait le même t-shirt, c'était exactement le même type de pointage. Il n'y avait qu'une chose qui changeait, c'était le regard. Et le regard dirigé sans doute vers autrui, regard ici. Ici, qu'est-ce que ça voulait dire? Mystère pour le moment. Elena me dit qu'on va faire un test avant notre présentation. Et ce test consistait pour elle à interroger des étudiants polonais avec lesquels elle s'adressait en anglais, en disant voilà nos photos. Et c'était des étudiants qui ne connaissaient pas du tout la langue des signes, c'était une université plutôt de mathématiques. Et elle leur demandait est-ce qu'il parle de lui sur cette photo? Et sur cette deuxième photo, est-ce qu'il parle de lui? Et les réponses ont été unanimes. À peu près, elle a interrogé 10 étudiants.
comme ça, au hasard. Et la réponse était là, il parle de lui. Là, il ne parle pas de lui. Voilà la réponse des entendants. Non spécialiste du languisme. Elle me dit maintenant le test, on le fera avec des linguistes tout à l'heure. Et alors, il y a même un étudiant qui a dit non, là il ne parle pas de lui, il montre quelque chose sur son t-shirt. Génial, ce type-là mériterait d'être un linguiste, nouveau linguiste, nouvelle génération, pour décrire le languisme. Donc, après, on fait notre topo qui était sur le regard, et ensuite, Elena pose la question au linguiste qui était là. Oui, c'est un groupe d'une dizaine de personnes, et il y en a seulement 3 qui ont dit, parce qu'elle leur a posé la question, où est-ce qu'il parle de lui sur les 2 photos. C'était la réponse majoritaire. À part Wilcox, et puis deux autres qui ont dit, bah non, là, il parle pas. Bon, voilà. Alors c'est comme si quelque chose, la morale de cette histoire, c'est comme si la formation déformait. Alors, s'il vous plaît, une question très courte. Bonjour. Si j'ai bien compris, 80 à 140 en configuration, mais c'est énorme, parce que moi je pensais qu'il y en avait 70-80, ça veut dire qu'il y en a il y a des nouvelles configurations que vous avez pu observer, lesquelles vous avez compris? Concernant la configuration, ce que nous avons dit, c'est pour la LSF, il y a plusieurs inventaires qui ont été faits et que certains critères de la configuration, d'autres 360. C'est une manière de dire, c'est quelque chose qui est assez inventable en fait. C'est tout ce que j'ai dit. Je crois que c'est ça. C'est ça votre question? Oui, et je suis surprise. Une dernière question. C'est vraiment, s'il vous plaît, une seule question. Pas deux. Alors là, c'était une intervention très intéressante parce que ça permet beaucoup de réflexion. Souvent, on parle de l'articulation avec ce signe-là. C'est difficile de répondre en même temps sur un discours en 30 secondes à la question de l'articulation. Donc, souvent, quand on nous pose une question de la question qui n'en est pas, c'est souvent cette question-là. Et là, je suis complètement convaincu de ce que vous dites. Ce pont qui se rompt, c'est extrêmement iconique. On voit très bien le sens qui est véhiculé. Et les 4 unités lexicales qui sont mises en avant, en fait, c'est comme des fondations. Et après, il y a le par après. Et en 5e, on a l'élément iconique. Et en fait, ce qui est dans l'amont, c'est fréquemment ce qui est traité. C'est-à-dire, on va dire aussi qu'on peut dire justement, le pont se roule, mais en fait, on ne peut pas faire fi de ce qui est exprimé en amont, puisque c'est syntaxique. Donc, quand on fait de la recherche et qu'on se dit, c'est uniquement cette partie-là, le pont qui se rompt, on oublie qu'il y a tous ces éléments en amont qui donnent de l'information, et c'est ça qui montre qu'il y a une structure, qu'il y a une syntaxe. Et donc, je pense qu'il faut aussi réfléchir à ce qui est syntaxique dans cette construction, et ce sur quoi peu de spécialistes travaillent suffisamment. Et quand je vois ce que proposait Agnès Guillet, effectivement, c'est aussi quelque chose qui est intéressant, parce que se centrer uniquement sur la dernière structure iconique, là, à la fin, n'est pas suffisant. Et je trouve dommage d'avoir retiré ce qui était mis en amont de cette
cette partie très économique du pont qui se roule. Je comprends ce que tu dis, Jean-Louis, en fait. Je ne suis pas sûre de comprendre ta remarque. Parce qu'en fait, dans l'extrait, j'ai précisément montré tout le contexte, tu vois. Donc, il est question de syntaxe, il est question d'articulation sémantique, on va dire. Syntaxe sémantique, et je ne comprends pas ta remarque, parce que justement, j'ai montré le pont qui s'effondre. Mon intention, c'est de montrer le jeu du regard, tu vois. Enfin, quand tu fais le pont comme ça, tu regardes l'interlocuteur. Quand tu regardes, tu peux lui faire. Et ce qui est génial, c'est qu'ensuite, quand il y a l'interlocuteur, il fait ça d'abord, et ensuite il fait ça en regardant de nouveau l'interlocuteur. C'est ce qui va se dans la forme. Tout, mais j'ai pas compris la remarque. Je peux juste compléter peut-être un tout petit peu par rapport à la remarque que tu viens de faire, Jean-Louis. En fait, ce qui est important dans cette approche, c'est pas de se focaliser uniquement sur les unités, les structures de transfert, ni de se focaliser uniquement sur les unités lexicales, c'est de voir leur articulation, comment elles se combinent dans l'énoncé. Donc on regarde tout. Merci beaucoup.